Bonsoir à tous les gens qui nous rejoignent. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. normalement, on devrait ni vous voir ni vous entendre. Du coup, on va pour une meilleure qualité de son, on va vous demander de couper vos caméras et vos micros. Et puis, on va attendre 1-2 minutes que d'autres participants nous rejoignent. Donc, en tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour ce nouveau webinaire. Cette édition sera consacrée aux différents systèmes de chauffage et comment les choisir. Et donc, ces webinaires que l'on a mis en place il y a quelques années pendant l'épidémie de Covid, on a décidé de les faire durer un peu plus longtemps. Et donc, on sera sur à peu près 6 éditions cette année. On a déjà fait les aides financières, on a déjà abordé la sobriété énergétique. Ce soir, donc, ça sera sur les systèmes de chauffage. La prochaine édition sera sur le confort d'été. On verra ensuite au deuxième semestre pour aborder le solaire. On verra quel thème on choisira pour la dernière édition. Donc, ces webinaires sont proposés par la LTE 69, donc l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône, et par l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Donc, moi, je m'appelle Sylvain, je travaille à l'ALEC. Geoffrey sera notre principal intervenant ce soir et il travaille à l'ALTE. Et donc, on va tout de suite passer à une petite introduction. Donc, du coup, je te laisse faire défiler. Ça marche. Donc, le programme de ce soir, un petit rappel rapide sur le contexte et les enjeux climatiques, une présentation du service de conseil aux particuliers, un topo sur les systèmes de production de chauffage. On prendra à ce moment-là, donc, une fois que Geoffrey aura terminé sa présentation, on prendra quelques questions. Puis, en deuxième partie, on abordera les systèmes de production d'eau chaude sanitaire. On fera une petite simulation et voilà, on reprendra des questions. Et enfin, on vous donnera les coordonnées pour nous joindre. Alors, quelqu'un nous dit qu'il n'a aucun son. J'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que les autres, vous nous entendez? A priori. Oui. Oui, Oui, oui. OK, merci oui. beaucoup. Donc là, ça ne vient pas de nous, a priori. Donc, en termes de consignes, donc on va vous demander de bien couper vos micros, vos caméras pour avoir une bonne qualité de son. Les questions, elles sont à poser dans le chat. Donc, vous avez un onglet converser ou discussion. Il y a quelques personnes déjà qui l'ont utilisé. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête. Comme ça nous fera une petite réserve de questions pour quand on aura terminé avec la partie chauffage et du coup, on pourra directement passer voilà, aux questions. Donc, en termes de contexte et d'enjeux, je pense qu'on ne va pas vous l'apprendre. Il y a une urgence à mettre en place la transition, à la fois la transition écologique, mais aussi la transition énergétique pour ce qui nous concerne un peu plus particulièrement ce soir. Les accords de Paris nous ont fixé comme objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Ce qui veut dire qu'il faudrait en France diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 6 d'ici 2050 et donc viser la neutralité carbone à l'horizon 2050. Par individu, l'objectif, il est de viser les 2 tonnes par habitant et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est à nettement plus que ça, puisqu'aujourd'hui, en moyenne, un individu, c'est à peu près une dizaine de tonnes d'équivalent CO2
Et si on regarde, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a à la fois les émissions directes des ménages, les émissions directes de la production, les émissions importées à la consommation. C'est-à-dire qu'on tient compte aussi des émissions des pays dans lesquels sont fabriqués les produits manufacturés qu'on utilise. Et donc, effectivement, passer de 10 à 2 tonnes, c'est aller sur une réduction drastique des émissions. Et évidemment, le logement fait partie des pistes sur lesquelles on peut travailler. Si on regarde de quoi est faite notre empreinte, on a en gros un quart qui représente l'alimentation, un quart les transports, presque un quart pour les logements, le reste étant les services publics et divers, donc l'ameublement, notamment l'habillement, et le numérique. Au niveau international, vous voyez que la France n'est pas la pire, mais n'est pas la meilleure. Et évidemment, le fait qu'on ne soit pas si mal placé, c'est aussi lié au fait qu'on a une électricité qui vient beaucoup du nucléaire, et donc avec un contenu en carbone plus fort que les énergies fossiles. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui n'ont pas participé à d'autres webinaires, donc on est 2 associations avec au total une soixantaine de salariés. On est membre d'un réseau national qui aujourd'hui s'appelle France Rénov', après s'être appelé le réseau FER, le réseau des espaces info énergie. Donc voilà, c'est une nouvelle marque, mais ce sont les mêmes personnes et les mêmes structures qui animent. On a donc une trentaine de conseillers énergie-climat qui se répartissent entre nos 2 structures et qui ont pour rôle de fournir un service gratuit, indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux et sans intérêt commercial. Et donc, quand vous faites appel à nous, vous pouvez bénéficier à la fois d'un accompagnement technique, donc sur les travaux d'économie d'énergie, sur les énergies renouvelables, sur les niveaux de performance en matière d'isolation, un accompagnement financier, et notamment sur les aides financières que vous pouvez mobiliser, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et puis, un accompagnement et conseils sur le volet environnemental des solutions retenues. Sur les financeurs du service, ils sont variés. L'ALEC va être en grande partie dépendante de la métropole de Lyon. Et pour la LTE, il y aura un portage beaucoup plus lié aux collectivités locales qui composent le reste du Rhône. Bien, merci Sylvain pour cette introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de système de chauffage et d'équipements de production d'eau chaude sanitaire, je vais faire un petit focus sur la rénovation globale et performante, dans lequel s'inscrit le changement de système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Mais avant toute chose, quand on parle de rénovation globale et performante, on englobe du coup plusieurs postes de travaux. Et on s'est aperçu qu'en multipliant ces postes de travaux, en les échelonnant dans le temps, eh bien, au fur et à mesure de cette rénovation, on n'arrivait pas à une étiquette énergétique qu'on peut avoir A, B, C, D, F, E, H, G, qui était véritablement performante. Et donc, tout le but, en fait, c'est vraiment d'avoir une vision globale du logement en essayant d'embarquer les particuliers, donc vous, dans des projets vraiment de rénovation globale. Et pour ce faire, donc, vous pouvez du coup appeler le service de l'ALEC ou le nôtre, selon où vous habitez, et on vous donnera toutes les différents conseils pour mener à bien votre rénovation, mais toujours en ayant une vision globale. Et finalement, une rénovation globale, ça a plusieurs avantages, hein. Forcément, plus de confort pour le ménage, un chauffage, on va en parler tout à l'heure, plus performant, et bien sûr, des factures énergétiques plus réduites et une valorisation du bien. Et dans tous les cas, c'est vrai qu'on travaille on essaye en tout cas toujours de travailler sur l'enveloppe thermique du logement avant les systèmes, parce que typiquement pour le chauffage va être dimensionné en fonction des déperditions du logement, et les déperditions du logement sont conditionnées à l'enveloppe thermique de celui-ci. Pour faire un petit focus sur le prix de l'énergie, eh bien, on va regarder déjà ce qui s'est passé auparavant.
Nous, on a pris des données en fait sur les plus de des 20 dernières années pour voir un peu quelle était l'évolution des différentes énergies. Bon, pas de surprise, du coup, l'énergie augmente, hein. On est à une augmentation aux alentours de 4% par an. Après, ça va dépendre des énergies. On s'aperçoit globalement que les énergies fossiles augmentent plus que les énergies renouvelables, donc de toute la filière bois ou l'énergie électrique, donc l'électricité. Après, forcément, on a aussi des phénomènes parfois géopolitiques comme on a pu avoir l'année dernière qui font, entre guillemets, bouger un peu tous les différents montants et parfois qui font exploser les prix. Là, les sources qu'on a, c'est jusqu'à juillet 2022 et prochainement, on aura les chiffres pour les 6 derniers mois. Donc ça, c'est des fiches que vous pouvez retrouver sur notre site, que ce soit sur l'ALEC ou sur la LTE, qui sont mises à jour assez fréquemment. On s'aperçoit que toute la filière bois, donc que ce soit bois déchiqueté, bois bûche, bois granulé, sont quand même des sources d'énergie qui sont tout de même moins chères que le gaz, le fioul, le propane ou l'électricité. Et quand je vous parlais de 4% d'augmentation par an en moyenne, ce qu'il faut se dire, c'est que 4% d'augmentation sur 20 ans, c'est un doublement du prix de l'énergie. Donc c'est assez important hein, de partir tout de suite sur un logement rénové et peu dépendant de ces augmentations. On va partir du coup dans le gros volet des différents systèmes de production de chauffage. Et du coup, je l'évoquais auparavant, à quel moment on réfléchit en tout cas au changement de système de chauffage? Bah, finalement, ça va venir en dernier. En premier lieu, comme je vous l'ai dit, l'enveloppe thermique du logement avec l'étanchéité à l'air. En second lieu, on va avoir le système de ventilation. Et en dernier, on va avoir du coup le changement de système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. Donc, pour adapter en fait ce système aux nouveaux besoins du logement qui, normalement, après rénovation, une rénovation globale et performante, ont drastiquement chuté. Déjà, on va définir ce que c'est un système de chauffage parce que ça comprend du coup plusieurs choses. On va déjà, comme j'ai dit, dimensionner le système de chauffage par rapport aux besoins. Et donc, dans ce système, on va avoir la partie production de chaleur, la partie émission de chaleur et la régulation. Pour donner un exemple, production de chaleur, la chaudière, émission de chaleur, le radiateur ou le plancher chauffant, et la régulation, ça peut très bien être votre thermostat. Au niveau des émetteurs, on va en avoir de plusieurs sortes. On va avoir ce que vous voyez à gauche, ça va être du coup le radiateur en fonte. À droite, le plancher chauffant. On peut avoir d'autres types de radiateurs en aluminium, par exemple. Et ce que vous voyez en bas, ça va être tout ce qui est système pour les pompes à chaleur RR, où on a un système gainable qui est tout en bas, ou au-dessus, on va avoir les splits. Donc, c'est des cassettes qu'on va pouvoir implanter dans le logement. On choisit aussi son émetteur en fonction du système de chauffage. Typiquement, une pompe à chaleur, et je viendrai un peu après, fonctionne mieux en basse température. Donc, on va essayer d'avoir des émetteurs basse température pour avoir un bon rendement du système. Émetteurs basse température, ça peut très bien être des radiateurs à fluide, mais qui seront souvent plus grands pour pouvoir émettre la même puissance, mais avec une température plus réduite. On a aussi du coup les planchers chauffants qui du coup sont un émetteur qui finalement est très très grand, qui fait souvent la taille en tout cas au sol de votre logement. Donc c'est important de dimensionner le système de chauffage et de le coupler du coup avec des émetteurs qui correspondent bien à celui-ci. La famille des systèmes de chauffage est assez grande. On va avoir tout ce qui va être système de chauffage central, c'est ce que j'ai évoqué un peu auparavant, et les systèmes de chauffage décentralisés, typiquement radiateur électrique ou pour la bois. Donc au début, je parlerai uniquement des systèmes de chauffage central et ensuite un système indépendant. Je commence tout de suite avec la chaudière à condensation. J'ai mis chaudière gaz à condensation, mais pour le fioul, c'est en fait le même principe, hein. Le principe des chaudières gaz à condensation ou chaudière fioul à condensation, c'est de condenser les fumées. En fait, si vous avez un retour de chauffage
donc le retour de chauffage qui revient du coup dans votre chaudière. Si celui-ci est relativement faible en termes de température, on va pouvoir faire condenser les fumées et récupérer en fait l'énergie de cette condensation, donc de la vapeur d'eau. On va récupérer cette énergie pour les transmettre au circuit de chauffage. Donc, ce qui permet d'avoir des rendements qui sont plus importants et finalement des consommations qui in fine, sont plus faibles. Malgré tout, pour pouvoir condenser, il faut, comme je vous l'ai dit, avoir un retour de chauffage qui est relativement faible en termes de température. Donc, si on vient imposer une nouvelle chaudière gaz condensation, une nouvelle chaudière fuel condensation, et qu'on n'a pas amélioré forcément l'enveloppe du logement, finalement, les déperditions vont être les mêmes. Donc, il y a de grandes chances que le circuit de chauffage, à peu de choses près, finalement, aura la même température. Donc, certes, le rendement de la chaudière sera plus important parce que plus récent, mais on ne va pas vraiment beaucoup condenser, en tout cas. Donc, on ne va pas exploiter le maximum du potentiel du système. C'est pour ça que toujours réfléchir à l'enveloppe du logement, réduire ses consommations en isolant mieux, en ayant une meilleure étanchéité à l'air, et ensuite adapter le système. Ça, on était sur la partie chaudière à condensation. On va partir sur les chaudières bois. Donc, c'est une grande famille finalement, les chaudières bois. On va en avoir de plusieurs sortes. On va avoir chaudière à bûche, chaudière à bois granulé et chaudière à bois déchiqueté. Elles sont faites pour des usages qui sont parfois un peu différents et finalement, on n'est pas du tout sur les mêmes principes. La chaudière bois bûche, comme son nom l'indique, on va y insérer des bûches à l'intérieur. On a généralement 1 à 2 chargements par jour. Encore une fois, tout dépend des déperditions de votre logement. Si vous êtes dans une passoire thermique, potentiellement, vous allez recharger un peu plus. Si vous êtes dans une maison rénovée BBC, donc BBC, c'est bâtiment basse consommation, catégorie, lettre, classification énergétique A ou B, on va forcément recharger un peu moins. Dans une chaudière à bûches, on va avoir une chambre de combustion, on va pouvoir du coup insérer les bûches. Pour autant, étant donné que quand on va mettre ces bûches, on va produire beaucoup de chaleur et que potentiellement on n'a pas besoin d'autant de chaleur à cet instant T, on va avoir besoin de stocker cette chaleur. Donc, la chaudière bûche est généralement associée à ce qu'on appelle des ballons tampons. Des ballons qui peuvent faire 1000, 1500 litres et parfois on va mettre 2 ballons de 1000 litres. Donc, il faut imaginer que ça prend quand même un peu de place. Et ces ballons vont permettre de stocker en fait cette chaleur produite par la chaudière et ensuite transmettre cette chaleur à votre réseau de chauffage et au réseau de production d'eau chaude sanitaire. On a un rendement qui est un peu plus faible que la chaudière à granulés, par exemple. Et le rendement de la chaudière bois-bûche va aussi dépendre de l'essence que vous mettez. Alors, l'essence, du coup, la nature du bois que vous mettez à l'intérieur et aussi des conditions dans lesquelles vous l'avez stocké. Forcément, un bois humide aura une mauvaise combustion et un bois trop sec brûlera trop vite sans émettre beaucoup de calories. Donc, c'est important de vraiment bien stocker son bois pour avoir une combustion complète et assurer un bon rendement de votre système et finalement un encrassement aussi beaucoup moins rapide de celui-ci. Pour ce qui est de la chaudière à granulés, donc là, on n'est plus sur du bois bûche, mais du bois granulé. On a un système qui est automatisé, donc avec un silo de stockage qui est ou déporté ou un silo qui est intégré à la chaudière. Donc forcément, quand c'est un silo intégré à la chaudière, sa capacité de chargement est un peu plus réduite. Et quand c'est déporté, là, on peut avoir une capacité assez importante. Souvent, on essaye d'avoir un silo de stockage qui permette d'avoir un seul chargement par an. Un peu le même principe qu'une chaudière à fioul où on viendrait remplir la citerne une fois par an. Là, ça va être pareil avec une chaudière à granulés. Il faut quand même avoir un peu de place. Et encore une fois, si vous avez des consommations qui sont relativement faibles, vous aurez un silo de stockage qui, lui, sera petit parce que vous aurez un besoin de chauffage qui, lui, sera peu important. On a un rendement qui est meilleur que la chaudière bois-bûche et
et oui, comme c'est écrit, on a quand même peu de cendres et peu d'émissions sur ce genre de système. Il y a quand même de l'entretien à avoir, hein, c'est-à-dire que vous allez quand même devoir enlever le cendrier aux alentours de 2 semaines, après toutes les 2 semaines. Encore une fois, ça va dépendre de combien de temps vous la faites fonctionner et puis de son rendement. Voilà, on a quand même un petit entretien à avoir sur ce genre de système. On parle aussi de la chaudière bois déchiquetée. Là, on est sur une installation qui est nettement différente. On a un rendement qui est un peu moins bon que la chaudière bois granulé, et on est sur souvent des installations qui sont plus puissantes, plus importantes, et qui répondent à un besoin qui est un peu différent de la chaudière bois bûche ou de la chaudière granulée, qui répond du coup à un besoin de chauffage qui est souvent un peu plus important. Et c'est pour ça que ce genre de système est un peu plus adapté à des petites copropriétés, petites, moyennes, grosses. Après, ça va dépendre de la taille de la chaudière, ou par exemple un gymnase, un complexe, etc. Parce qu'en fait, il faut une capacité pour pouvoir stocker ce bois déchiqueté qui prend beaucoup plus de place que le granulé ou que le bois bûche. Parlons un peu du coup maintenant de pompe à chaleur. Alors, le principe de la pompe à chaleur, donc c'est une machine thermodynamique qui va récupérer des calories en fait sur une source froide, donc via un fluide frigorigène. Cette source froide, elle peut être l'extérieur, donc l'air extérieur avec une pompe à chaleur aérothermique, donc ça va être les pompes à chaleur RR ou RO. Ça peut être en nappe souterraine, ou ça peut être en sol, donc avec les pompes à chaleur en géothermie. On vient faire du coup réchauffer ce fluide-là, on vient le compresser donc via le compresseur. Et ensuite, du coup, ce fluide va monter en température et on va pouvoir, du coup, transvaser cette température du fluide. Alors ici, on est sur un circuit qui est fermé, hein. On va pouvoir transvaser, du coup, cette énergie dans votre système d'émetteurs, donc que ce soit un plancher chauffant, des radiateurs ou, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, un système split, donc avec des cassettes, ou un système gainable. Ce qui est important de dire, c'est que plus le delta de température, donc l'écart de température entre la source froide, donc extérieure, et la source chaude intérieure est grand, moins bon sera le rendement de la pompe à chaleur. C'est pour ça qu'on dit souvent, et même tout le temps, que la pompe à chaleur a un meilleur rendement quand on est sur plancher chauffant. Parce que plancher chauffant, on est sur des températures de départ qui sont moins importantes, et on a encore meilleur rendement quand on est en géothermie, parce que, et j'en parlerai un peu après, on a une température qui est plus importante que la température de l'air extérieur. C'est pour ça que quand on est en plein hiver et qu'il fait extrêmement froid dehors, simplement froid, forcément on a moins de calories sur l'air extérieur, et donc le rendement est moins bon, parce que le delta de température, lui, augmente quand vous continuez à chauffer vos radiateurs à 60, 70, 80 degrés, mais que dehors il fait plus 5 degrés, mais moins 5 ou moins 10 degrés, forcément, lui, le rendement diffère. Au niveau des différents systèmes de pompe à chaleur, on va avoir la pompe à chaleur RR, autrement dit une climatisation réversible. C'est la même chose. Un système qui permet de prendre des calories sur l'air extérieur, donc avec une unité extérieure, et les transmettre à l'air intérieur. Il y a des avantages et inconvénients, un peu comme dans tous les systèmes. Donc certes, vous faites du coup l'été du froid, et vous faites du coup du chaud l'hiver. C'est un système qui dispose un peu moins d'inertie, hein, parce que quand on chauffe de l'air, on a beaucoup moins d'inertie, même pas du tout, comparé à un système de plancher chauffant ou de radiateur. C'est un peu, comme vous voulez, un exemple. Votre souffleur, si vous avez un petit souffleur dans votre salle de bain, quand vous le mettez en marche, ça chauffe très vite, et une fois qu'on va le couper, la température va vite descendre, parce qu'on n'a pas forcément d'inertie. Après, il peut y avoir des avantages aussi, dans le sens où s'il fait vraiment très très chaud, vous pouvez faire du rafraîchissement avec. Maintenant, si vous faites du rafraîchissement l'été et que vous faites du coup du chauffage l'hiver, finalement, au lieu d'avoir un pic de consommation uniquement en hiver grâce au chauffage, vous aurez aussi un pic de consommation en été avec la climatisation.
Et là, du coup, je vous renvoie à diverses fiches ou webinaires qu'on a pu faire sur l'isolation et opter pour une isolation de la toiture qui est plus adaptée au confort d'été. Ensuite, on va avoir la pompe à chaleur RO. Donc là, pareil, on va récupérer des calories sur l'air extérieur, pareil que la pompe à chaleur RR, sauf que là, on va les transmettre à notre système de chauffage central avec ou un plancher chauffant ou les radiateurs. Et parfois, on peut avoir les deux. On peut avoir au rez-de-chaussée une dalle avec des planchers chauffants et un autre réseau avec des radiateurs. On aura des températures qui seront variables. On fera de la basse température en bas et on fera plutôt de la moyenne température en haut. On peut faire différencier, avoir deux régimes de température sur des pompes à chaleur ou même sur d'autres systèmes s'ils le permettent. Ensuite vient la partie des pompes à chaleur en géothermie. Deux modèles de géothermie. On va avoir la géothermie avec des capteurs horizontaux et la géothermie avec des capteurs verticaux. Capteurs horizontaux, on vient creuser aux alentours d'1 mètre en dessous dans votre jardin, en fait, et on vient placer comme un peu un plancher chauffant. Et on va pouvoir récupérer des calories du sol via donc, ce réseau et ensuite les transmettre à votre système de chauffage central. On a un rendement qui est moins bon avec les pompes à chaleur en capteurs horizontaux qu'en capteurs verticaux. Parce que quand on est à 1 mètre en dessous du niveau du sol, on a une température qui est quand même variable selon la saison. Alors que pour les capteurs verticaux, on est à une température qui devient constante aux alentours de 10 mètres en dessous du niveau du sol. Alors, il faut quand même faire des forages qui sont bien plus profonds, hein, parce que pour pouvoir récupérer les calories dépendantes en fait, du besoin du logement, on va avoir besoin de faire des forages qui peuvent aller entre 50-100 mètres. Et souvent, s'il y a un besoin qui est encore plus important, on va faire d'autres forages. Là, on était vraiment sur la partie géothermie. On a aussi toute la partie des packs hybrides. Au principe d'une pompe à chaleur hybride, hein, on va avoir la partie pompe à chaleur et la partie combustion ou fuel ou gaz. Là, on va être sur une régulation qui sera un peu différente. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le rendement dépend de la source froide. Donc, on va plus utiliser la pompe à chaleur. Alors, ça se fait automatiquement. Hein. On va plus utiliser la pompe à chaleur dans les moments où il ne fait pas extrêmement froid, mais qu'on a quand même besoin d'un système on a quand même besoin de production de chauffage. Et puis, quand on va arriver à des températures qui seront assez basses, et ben là, on va prendre le relais. Donc, c'est le système qui va prendre le relais sur de la combustion avec du coup une énergie gaz ou fuel. Parce que forcément, si on n'a pas assez de calories sur l'air extérieur ou au niveau du plancher, donc capteurs verticaux ou horizontaux, si on n'a pas assez de calories, bah, il faut quand même chauffer votre logement. Et donc là, ça va être une résistance électrique qui va prendre le relais. On l'a vu dans le focus sur le prix de l'énergie, l'électricité étant l'énergie la plus chère du marché, on va essayer d'éviter au plus possible d'en consommer, forcément. Et donc, ça peut être un système qui peut être intéressant en ce sens. Autre système nettement différent, c'est le chauffage solaire. Ce n'est pas extrêmement connu. On va parler tout à l'heure de la production d'eau chaude sanitaire avec un chauffe-eau solaire, mais on a aussi la possibilité de faire du chauffage avec des capteurs solaires. Le principe, c'est on vient apposer en fait des panneaux solaires, mais cette fois-ci solaires thermiques et non pas photovoltaïques, sur notre toiture. Le but étant de récupérer des calories du soleil via un réseau qui passe dans ces panneaux et ensuite d'alimenter notre système de chauffage central. Bien maintenant, la partie des appareils indépendants au bois, on a une très grande famille de poêles. Je n'ai pas tout mis, je ne sais pas s'il en manque, mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. On va avoir poêle à bûche, poêle à granulés, poêle de masse, poêle bouilleur. Poêle à bûche, bah, c'est le seul système qui permet de chauffer sans électricité. Maintenant, le rendement, lui, bah, encore une fois, comme la chaudière à bûche, dépend du combustible que vous mettez à l'intérieur.
Poêle à granulés, là, et puis oui, le poêle à bûche aussi, on n'a pas de régulation possible. C'est-à-dire que la seule régulation que vous avez, c'est votre main qui va mettre la bûche dans le poêle et qui va permettre de le chauffer. Et forcément, on fera attention à pas surdimensionner un poêle, soit un poêle à bûche ou autre, parce qu'après, on peut avoir des risques d'inconfort avec une température qui monte trop dans la pièce, au risque finalement de ne plus trop utiliser ce poêle-ci. Le poêle à granulés, même principe que la chaudière à granulés. On a une petite réserve dans ce poêle qui permet d'avoir du coup, plus d'autonomie qu'un poêle à bûche. Et on a la possibilité d'avoir un thermostat. Donc, on va choisir une température et le poêle va s'enclencher automatiquement jusqu'à la température, jusqu'à ce que la pièce atteigne la température désirée. Ensuite, on va avoir le poêle de masse. Donc là, souvent, c'est des poêles qui sont maçonnés, en fait, et qui permettent, de par leur conception, d'avoir une très forte inertie. C'est-à-dire que même une fois que le poêle sera éteint, que vous n'aurez du coup plus de braise, on va contenir en fait cette chaleur dans le poêle qui va permettre de rayonner dans le temps durant plusieurs heures dans votre logement. Donc ça peut être un poêle qui peut être intéressant, encore une fois, si on a déjà atteint une température assez forte et que du coup ce poêle continue à rayonner, ça peut être dérangeant. C'est pour ça que dans tous les cas, pour tous les systèmes, il faut bien les dimensionner par rapport à vos besoins. Et là, vous pourrez demander conseil auprès de vos installateurs. Et ensuite, on va avoir le poêle bouilleur. Alors lui, c'est vraiment un mixte entre une chaudière et un poêle. On va avoir le poêle qu'on va alimenter, que ce soit du coup avec du granulé ou de la bûche. Et ensuite, ce poêle va chauffer un réseau hydraulique, donc un réseau de radiateurs, par exemple. Et vous allez pouvoir avoir l'appareil indépendant dans votre salon, par exemple, et avec ce système, alimenter des radiateurs. Souvent, c'est plus adapté pour des petits logements ou alors des logements qui ont des déperditions qui ne sont pas extrêmement importantes. Parce que si vous avez une surface assez grande, vous risquez de recharger votre poêle assez fréquemment. Là, c'était du coup sur la partie chauffage au bois, que ce soit bois bûche ou bois granulé. On est dans un secteur dans le Rhône où il y a quand même beaucoup de producteurs de bois. On peut se fournir assez facilement et localement. Donc, je vous invite du coup à regarder, que ce soit sur notre site ou donc sur le site de ALT ou celui de l'ALEC. On a des listes de fournisseurs de bois, que ce soit bois bûche ou bois granulé, qui se trouvent du coup dans votre secteur. Et ensuite, on a le chauffage électrique. Donc, on a le fameux radiant, le paillot rayonnant, c'est le bon vieux grille-pain. C'est le grille-pain, donc forcément, là, on a simplement une résistance qui se situe souvent en bas, qui va chauffer de l'air. Et voilà, on n'est pas sur un rendement très bon. Et on préférera plutôt des radiateurs à inertie ou fluide ou inertie sèche. La différence entre les deux, c'est qu'un inertie fluide, on va, comme son nom l'indique, chauffer un fluide qui se situe à l'intérieur du corps en fait, du radiateur. Et inertie sèche, on va chauffer une pierre réfractaire qui peut être une pierre de lave, de la céramique ou même de la fonte. C'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent des radiateurs qui pèsent assez lourd. Mais une fois coupé, on va toujours émettre de la chaleur. Donc forcément, on a des consommations électriques qui sont forcément moins importantes que le panneau rayonnant. On va passer à la première série de questions et surtout de réponses si jamais vous en avez. Alors, effectivement, j'ai vu qu'il y avait quelques questions ou réactions. Alors, il y avait la question notamment de la possibilité de faire de la géothermie en ville. Alors évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle la ville. Voilà.
Aussi, tout dépend si on a aussi un jardin, par exemple, parce que forcément, il faut aussi avoir de l'espace pour faire du forage. Si on parle de capteurs horizontaux, donc ça va être le fameux plancher chauffant qu'on avait vu, mais qui du coup est posé à l'extérieur. Si on a une maison de 100 mètres carrés, il va falloir maximum, enfin aux alentours de 200 mètres carrés de capteurs. Donc souvent en ville, ça peut être un peu compliqué. Après, pour ce qui est des capteurs verticaux, là, j'avoue ne pas forcément avoir la réponse sur les capteurs verticaux. Peut-être que toi, Sylvain, tu l'as. C'est vrai que nous, on travaille peu en ville, on est plus sur le secteur rural. Et puis après, dans tous les cas, il y a certains endroits où le sol n'est pas vraiment propice à faire de la géothermie parce qu'on ne va pas avoir une bonne qualité, en tout cas, du sol et on va réussir à avoir peu de calories de repris. Donc, ça va dépendre aussi du sol plus que de sa localisation. Mm. Mais en gros, ça se fait, enfin, ça se fait en ville, enfin, même en centre-ville, on a des immeubles de bureaux notamment qui sont sur des systèmes de forage, que ça soit à Lyon, à Villeurbanne. Donc, voilà, c'est pas impossible techniquement. Après, voilà, tout dépend de quel système de pompe à chaleur on parle. Et puis évidemment, quand on a la possibilité d'aller pomper de l'eau sur une nappe, plus la nappe est proche, plus ça va être intéressant parce qu'évidemment, il y a un coût qui est aussi lié à la distance, à la longueur du forage. Je sais que par J'avais, exemple, euh, sur la j'avais, nappe de l'Est lyonnais, voilà, on peut trouver l'eau à peu près à 20 mètres de profondeur. du coup, on Voilà, a un après, forage qui est pas très cher. J'avais évoqué entre 50 100 mètres. Il faut compter à peu près 100 € du mètre linéaire. Faites le calcul, ça peut déjà le prix du système plus le prix du forage. On peut tout de suite être à des montants qui peuvent être assez importants, mais dans tous les cas, c'est toujours une vision dans le temps et de voir en fait la rentabilité du système, même si l'investissement de base est cher. Au vu des performances qu'il a, il sera rentable du coup à partir d'un certain temps. Et ça, j'en parlerai par la suite avec une simulation que j'ai effectuée et que je vous présenterai. alors il y avait une question aussi sur l'acceptation de panneaux solaires à Lyon. Alors Mm. bon, Lyon, c'est peut-être un peu moins ton territoire, mais globalement, ça peut se faire, sachant que quand on est à moins de 500 mètres d'un bâtiment classé, les ABF ont leur mot à dire. Euh, donc voilà, il semblerait quand même logique dans l'air du temps qu'il y ait quand même moins de dossiers bloqués à cause de ça. Euh, En tout cas, voilà, quand on a des toits bien orientés, c'est possible. Et si jamais ça bloque de votre côté, il ne faut pas hésiter voilà, à nous contacter, discuter avec les collègues conseillers, voir un petit peu le retour qu'ils ont sur le secteur géographique précis dont Et il est question. finalement, que ce soit à Lyon ou même ailleurs, hein, se renseigner auprès du service urbanisme de sa mairie pour savoir au niveau du PLU, du plan local d'urbanisme, si on a la possibilité ou pas d'implanter des panneaux, que ce soit même des panneaux photovoltaïques ou des panneaux solaires thermiques. Mais il en va de même en fait pour le changement de menuiserie, pour la mise en place d'une unité extérieure, donc d'une pompe à chaleur, ou pour une isolation extérieure des murs. C'est vrai qu'avant de vous engager dans les travaux, allez vous déplacer du coup en service urbanisme pour faire le point, savoir ce qu'on peut faire sur le territoire ou pas. Et parfois, on n'a pas forcément connaissance de tiens, un bâtiment qui est classé finalement pas très loin. Alors, autre question sur le chauffage au bois dans le poêle de masse. Est-ce que l'on met des bûches ou des granulés? Alors, généralement, c'est des bûches. C'est des bûches. J'ai pas à ma connaissance, vu des poêles à granulés de masse. C'est des poêles qui sont maçonnés, donc souvent c'est fait un peu artisanalement. Euh, non, c'est plutôt des bûches hein, sur le poêle de masse. Ouais, moi, j'ai pas connaissance de système à granulés. Après, c'est vrai qu'il y avait Je suis passé brièvement sur le salon Bipositive là, qui avait lieu à Eurexpo il y a quelques jours. J'ai vu effectivement des gens qui vendaient des poêles de masse. Ils étaient à bûche. Et puis le principe du poêle de masse, hein, c'est on va du coup chauffer notre bois bûche. Vous
potentiellement, on va avoir une puissance assez importante à un instant T et on va essayer de garder cette puissance et donc ces calories dans le poêle. Alors qu'un poêle à granulés, c'est un peu différent parce qu'à chaque fois qu'on a on a un besoin, là, il va s'enclencher automatiquement. Donc, je dirais que finalement, le système serait de toute manière pas adapté pour du bois granulé. Autre question sur les panneaux solaires, on nous demande si on a du recul sur la technologie Dual-Sun, donc des panneaux qui à la fois produisent donc de l'électricité et à la fois produisent du chauffage. Alors, du recul, personnellement, non. Maintenant, on commence à en entendre de plus en plus parler. On a souvent des rendements qui, que ce soit du côté solaire thermique ou du côté photovoltaïque, qui sont un peu moins bien que si on avait différencié les deux systèmes. Donc ça s'étudie en tout cas, mais c'est vrai que souvent on va plutôt mettre le système ou de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire et puis ensuite adapter des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Et pour faire un petit aparté sur les panneaux photovoltaïques, c'est vrai que dans une phase de rénovation, souvent, c'est ce qui intervient un peu en dernier, parce que les panneaux photovoltaïques, en tout cas la production d'électricité renouvelable, ne permet pas de faire baisser vos consommations, mais plutôt les factures d'électricité. Donc, on va déjà s'axer sur la partie rénovation du bâti, les systèmes, et ensuite sur la production d'énergie renouvelable. Bon, c'est vrai que sur cette technologie, en fait, alors même si depuis quelques temps, je n'organise plus les visites au sein de l'ALEC, mais j'ai pas vu passer en tout cas de projet sur notre territoire qui utilisait cette technologie. Après, peut-être que mes collègues conseillers en voient passer de temps en temps, mais ça me dit rien. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de gens équipés en photovoltaïque. On voit assez peu de capteurs thermiques parce que c'est vrai que le développement du photovoltaïque avec plusieurs phases a quand même pas mal phagocyté le marché du capteur thermique. Mais c'est vrai que sur le principe, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que quand on n'a pas une surface de toit orientée sud extensible, bah, c'est vrai que dans l'idée, ça peut être intéressant d'arriver à faire les deux. Et on abordera ça, je pense, on rentrera un peu plus en détail quand on abordera notre webinaire sur solaire thermique et photovoltaïque. Je me note de penser à développer un peu ça. On essaiera de voir, en sollicitant les conseillers des deux structures, si dans les projets qui suivent, ils ont des maisons qui sont équipées de cette technologie Dual-Sun. Et puis après, hein, il faut aussi avoir les installateurs qui le proposent. Et c'est vrai que sur ça, beaucoup de notre côté, à la LTE, on n'a pas encore pu analyser ce genre de devis et ce genre d'installation. On sait que ça existe, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de retour par rapport à ça. Alors, on nous pose la question aussi, donc on a précisé le rendement sur les chaudières bois, mais pas sur la chaudière gaz à condensation ni sur les packs. Oui, alors chaudière gaz à condensation, ça va dépendre en fait si on prend l'énergie en fait produite par les fumées ou pas. On peut avoir parfois des rendements qui vont dépasser les 100%, mais finalement le rendement réel d'une chaudière gaz condensation va être aux alentours de 95% si elle condense bien. Sur les pompes à chaleur, on va plutôt parler parce qu'on va avoir le COP, donc le coefficient optimal de performance, on va avoir le SCOP et on va avoir les TAS. Donc, ça fait quand même beaucoup de données. Le COP, lui, souvent, il est aux alentours de 3, 4, 5. Et en fait, ça se traduit par le fait que vous consommez 1 kWh d'électricité, vous en consommez 1 kWh d'électricité, vous en restituez en fait 3, 4, 5. Sauf que ce COP, du coup, il n'est pas calculé sur l'année, mais simplement sur une température. Une température qui a 7 degrés. Donc forcément, quand vous utilisez votre pompe à chaleur, vous l'utilisez souvent quand il fait très froid. Donc le COP, du coup, n'est pas forcément celui-ci. Ensuite, on va avoir le SCOP, donc, qui souvent est un peu plus bas que le COP, parce que lui, il prend en compte les saisons.
Et du coup, la température extérieure qui baisse, et donc le scope baisse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ETAS, notamment parce que c'est une donnée qui doit être inscrite dans le devis pour qu'il soit éligible aux aides financières. Et lui, l'ETAS, il est calculé en fonction de 4 températures différentes. Donc, on va avoir 2 températures positives, donc on va être à plus 12, plus 7 degrés, et 2 températures négatives, moins 7 et moins 12 degrés, sur différents climats en Europe. Et on va avoir des étasses des rendements en fait, qui sont aux alentours de 130%. Mais encore une fois, ça dépend si une pompe à chaleur qui sera en basse température aura un étage qui sera forcément plus élevé. Si elle est en haute température, son étage du coup sera plus bas. C'est pour ça que du coup adapter les émetteurs, c'est assez important pour une pompe à chaleur. Mais c'est vrai que ça va vraiment différencier d'une marque à une autre, et surtout si vous faites de la haute température ou de la basse température. Une autre question de Jean-Pierre qui nous dit qu'il a une cheminée à foyer ouvert et il nous demande s'il existe des solutions d'insert à granulés. Oui, totalement. Alors, à savoir que à partir du 1er avril, à partir du 1er avril, il sera interdit du coup d'utiliser des cheminées à foyer ouvert sur la métropole de Lyon et sur certaines collectivités du Rhône. On est plutôt sur l'est du Rhône, donc la communauté de communes de l'Est lyonnais, la communauté de communes du Pays d'Ozon, et on va avoir la communauté de communes Vienne-Condrieu aussi. Et on a la possibilité en fait d'insérer justement un insert, que ce soit un insert à granulés ou un insert à bûche dans une cheminée à foyer ouvert. Ça va demander donc, pour ceux donc, du coup, qui sont encore en foyer ouvert, il vous reste à peu près 24 heures pour pouvoir les utiliser. Et pour ceux qui habitent sur la métropole de Lyon, vous avez une prime, donc la prime air bois de la métropole, qui vise à remplacer les foyers ouverts et les foyers fermés d'avant 2002 par des appareils à haut rendement. Moi, j'ai touché cette prime il y a 4 ans à peu près. Et donc, j'ai remplacé un insert bois qui ne chauffait pas grand-chose par un poêle. Donc, j'ai pris moi l'option poêle mixte qui fait granulé et bûche. Donc, la prime, elle est de 1 000 € pour tout le monde et elle est de 3 000 € pour les ménages modestes. Et elle vient se cumuler avec d'autres aides existantes, puisqu'en fait, là, on est vraiment dans une logique de réduire les émissions de particules fines. On s'aperçoit qu'en hiver, il y a des épisodes de pollution aux particules fines qui sont en partie liés au chauffage bois des particuliers. Et c'est parce qu'en fait, beaucoup de gens brûlent du bois pas forcément sec dans des appareils avec un mauvais rendement. Et donc, quand on installe un appareil à haut rendement, on peut diviser jusqu'à un facteur 30 les émissions de particules fines. Et je crois, Geoffrey, que sur votre territoire, sur le reste du Rhône, il y a une Comcom qui verse aussi une aide. On va même en avoir 2. On va avoir la CCPO et Vienne-Condrieu qui verse cette aide-là. Je te propose, Sylvain, qu'on passe à la production d'eau chaude sanitaire, parce que le temps file un peu vite. Tout à fait. De toute façon, je n'hésiterai pas, si on a un peu de temps, à revenir sur les questions qui restent. On aura une deuxième table dans tous les cas de questions-réponses Ouais. à la fin. Pas de souci. OK, donc on va partir sur les différents systèmes de production d'eau chaude sanitaire. On va avoir la possibilité de faire la production d'eau chaude sanitaire avec la chaudière, le système de chauffage central qui peut aussi produire de l'eau chaude sanitaire. Mais quand on n'a pas de système de chauffage central, on va avoir du coup un système qui sera indépendant. On peut du coup avoir plusieurs systèmes tels que le cumulus électrique. J'en parlerai pas forcément. Le cumulus électrique, on est sur un volume de stockage. On va mettre une résistance électrique pour chauffer du coup ce volume-ci. C'est pas forcément un système qui est très performant. C'est pour ça du coup je vais vous présenter d'autres systèmes par la suite. Et on commence du coup avec le chauffe-eau solaire. Donc chauffe-eau solaire individuel, qu'on appelle aussi SAISY.
Même principe que pour le système solaire combiné qui, lui, fait du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. On va avoir un capteur au niveau de la toiture avec un fluide caloporteur qui va passer à l'intérieur de celui-ci, qui va ensuite réchauffer un volume de stockage. Dans ce volume de stockage, vous pouvez avoir un autre échangeur qui, lui, sera connecté à un appoint. Donc, l'appoint, ça peut être ou une résistance électrique, ou ça peut être votre système de chauffage central. Vous pouvez avoir votre chaudière à gaz ou votre chaudière à bois bûche ou votre chaudière à bois granulé qui sera connectée à cet échangeur. Et ça peut être assez utile dans le sens où on a aux alentours de 70% de la production qui sera effectuée via les panneaux solaires et finalement les 30 autres pourcents qui peuvent être effectués par votre système de chauffage central ou par une résistance électrique. Parce que forcément, en hiver, vous n'allez pas tout produire avec votre chauffe-eau solaire et donc le reste sera pris en charge par un autre système. Ce qui est aussi intéressant à évoquer, c'est que si vous faites une rénovation globale et performante, donc vous allez drastiquement faire baisser vos consommations de chauffage. Par contre, vos consommations d'eau chaude sanitaire, elles dépendent uniquement finalement de l'usage que vous en avez dans votre logement, donc du nombre de douches que vous prenez par jour, de bains, finalement de différents actes qui utilisent de l'eau chaude chez vous. Donc, même si vous faites une rénovation globale et performante et que vous n'adaptez pas du coup vos usages, vos consommations d'eau chaude sanitaire resteront du coup les mêmes. Et finalement, on a peu de consommation de chauffage et on se retrouve avec beaucoup de consommation d'eau chaude sanitaire. Donc, c'est important aussi de réfléchir à un système un peu plus vertueux et moins énergivore, tout en adaptant du coup son usage. Au niveau de l'inclinaison, donc on est sur une inclinaison optimale aux alentours de 45 degrés et on a plusieurs possibilités d'implantation, que ce soit sud-est, sud-ouest ou même orientation sud, ça ne pose pas de souci. Que ce soit pour un chauffe-eau solaire ou même un cumulus électrique, on compte aux alentours de 30 litres d'eau chaude par personne. Donc, si vous êtes 4 dans le logement, on sera du coup sur un ballon de 200 litres. C'est pas, il vaut mieux pas surdimensionner les systèmes d'eau chaude sanitaire parce que vous allez chauffer un volume qui finalement ne sera pas utilisé et donc ça va être une dépense énergétique supplémentaire. Sur le prix des panneaux, voilà, on est entre 1000 et 1500 euros du mètre carré le capteur. Et encore une fois, pour savoir si vous pouvez en apposer chez vous, il faut du coup se renseigner au service urbanisme de votre ville. Donc voilà, comme je disais, on a une implantation au niveau des contraintes, en tout cas. Il nous faut du coup de l'espace sur la toiture. Il faut aussi qu'il n'y ait pas trop d'ombrage, hein, ça va de soi. Si vous avez de grands arbres qui vous font de l'ombre sur la toiture, forcément, le rendement, lui sera moins bon. On a besoin d'un appoint, j'en parlais, ou une résistance électrique, ou votre système de chauffage central. Et aussi, on a parfois la problématique de surchauffe. Parce qu'en fait, si vous regardez du coup cette partie-là, c'est un circuit fermé. Donc, on a le fluide caloporteur qui circule dans ce circuit fermé. Sauf qu'une fois que le ballon est monté à température, on serait tenté de dire stop, on arrête du coup et j'ai atteint ma température, donc je n'ai pas besoin que tu réchauffes encore et encore. Sauf que vu que c'est un circuit fermé, l'eau continue de circuler et chauffe grâce au soleil. Et on peut arriver parfois à des surchauffes du ballon, ce qui peut créer du coup des problèmes dans l'installation. Alors, ce qui est possible aujourd'hui, c'est souvent préconisé, c'est des chauffe-eau solaires thermo-vidangeables où en fait, vous allez avoir une sonde de température sur le circuit fermé. Et cette sonde de température va être commandée par une autre sonde de température qui se situe dans le ballon. Si le ballon a atteint un niveau de température convenable, ici, sur le premier réseau, on va venir ouvrir une vanne, alors ça tout se fait automatiquement, hein, et on va vider le circuit fermé dans une sorte de bouteille pour finalement que le soleil continue à chauffer, mais qu'il n'y ait plus d'eau dans le réseau, et donc on ne surchauffe plus.
Et une fois que le ballon de stockage, qui lui est à l'intérieur de votre logement, est descendu en température, on vient réinjecter ce fluide dans le réseau fermé pour du coup faire réchauffer le ballon. D'où l'importance aussi de bien dimensionner son installation et de ne pas mettre trop de panneaux en se disant comme ça, je vais produire beaucoup, parce que trop de surface d'échange, du coup, va faire une montée trop importante en température de votre ballon et ça peut vous créer des problèmes. Ensuite, on va avoir tout ce qui est chauffe-eau thermodynamique individuel, autrement dit le SETI. 3 possibilités d'implantation pour ce système-ci. Là, on va parler de l'air extérieur. Le principe du SETI, c'est un peu comme une petite pompe à chaleur. Encore une fois, on a l'unité extérieure, donc on va récupérer des calories de l'air extérieur qu'on va transmettre à notre volume de stockage d'eau chaude. Il y a des avantages, donc c'est évoqué la facilité d'installation, ça ne demande pas beaucoup de choses, il faut de l'espace comme pour votre ballon, et puis ensuite faire des trous dans le mur pour avoir l'unité extérieure, etc. Il y a quand même des inconvénients, c'est-à-dire que comme pour la pompe à chaleur RO ou RR, finalement, là, le rendement du ballon est dépendant de la température extérieure. Donc, plus il fait froid, moins vous avez de calories sur l'air extérieur, et donc plus vous devrez utiliser une résistance électrique, et donc avoir des consommations électriques. Et là, ça devient du coup un peu comme votre cumulus électrique. On peut avoir, et ça je ne l'ai pas forcément évoqué, mais on peut avoir aussi des nuisances sonores. Il faut imaginer que l'unité extérieure, c'est un grand ventilateur, donc forcément, ça peut faire un peu de bruit. Donc ça, c'était l'implantation sur air extérieur, c'est, je dirais, la plus facile à mettre en place. Ce n'est pas forcément celle qui a le meilleur rendement. Là, on va avoir un autre système qui, pour le coup, lui, a un rendement qui est beaucoup plus intéressant, mais dans la pratique, qui est difficilement implantable, en tout cas dans un logement. C'est celui sur air extrait. Donc, c'est pas sur air extérieur, c'est sur air extrait où là, en fait, on vient, votre logement, si vous le chauffez à 19 degrés et que vous avez une ventilation simple flux, on vient du coup extraire du coup cet air de 19 degrés dans vos pièces humides, donc une salle de bain WC, et généralement, cet air est directement relâché à l'extérieur et donc c'est une perte d'énergie assez importante. Là, le principe, c'est qu'on a toujours du coup extraction dans la cuisine, salle de bain, WC, mais au lieu d'extraire l'air directement sur l'extérieur, on va le faire passer dans le chauffe-eau thermodynamique. Et donc, on a quasiment toute l'année une température de l'air qui est constante, parce que vous soyez en plein hiver ou au mois d'avril, bientôt ou en mai par exemple, on va avoir une température qui est généralement constante dans le logement. Et donc, du coup, vous aurez un rendement qui sera quasiment constant au niveau du chauffe-eau thermodynamique. Maintenant, ça implique d'avoir le réseau de gaines de votre BMC qui soit à côté de l'emplacement prévu pour le chauffe-eau thermodynamique. C'est là où, du coup, ça peut être un peu compliqué de le mettre en œuvre. Ouais, dans l'inconvénient, installation plutôt en neuf, parce qu'en neuf, on va pouvoir choisir l'implantation des réseaux là où on veut. Donc, c'est plus facile de le mettre en place. Et en effet, on a aussi besoin d'un débit nécessaire au fonctionnement. Sinon, on ne va pas récupérer assez de calories et finalement, le système ne sera pas très efficace. Et dernière possibilité, là, on va être sur air ambiant. Le principe, on pose du coup toujours le chauffe-eau thermodynamique à l'intérieur du logement, sauf qu'au lieu de prendre de l'air sur la source froide, donc l'extérieur, ou de le prendre sur une ventilation, eh bien, on va le prendre directement à l'intérieur. Sauf que si on prend de l'air chaud, donc de l'air tempéré à l'intérieur, et qu'on vient ressouffler cet air, parce qu'en fait, c'est un circuit où vous allez aspirer de l'air. Si vous l'aspirez à un endroit, il faut souffler à un autre. Donc, vous allez faire refroidir la pièce dans laquelle il est installé. Donc ça, on va plus l'implanter dans par exemple, des garages, des caves. Encore faut-il que ce soit assez grand. De mémoire, je crois qu'on est aux alentours de 20 mètres carrés minimum pour installer ce genre de système. Mais encore une fois, on a un rendement qui est meilleur que celui sur l'air extérieur parce qu'on a une température qui, certes, varie un peu, mais qui est quand même relativement constante tout au long de l'année.
Et donc, c'est un système qui sera mis dans une surface non chauffée, qui même peut être non isolé. Votre garage n'est pas forcément isolé, mais vous gardez une température qui est forcément moins importante, enfin moins faible plutôt que la température extérieure. Voilà, on a encore l'inconvénient de la nuisance sonore, mais bon, là, du coup, ce n'est pas pour vos voisins, c'est plus pour vous. Et c'est important de bien le positionner et plutôt dans des zones qui sont relativement grandes. J'en ai terminé pour cette partie présentation des différents systèmes de production d'eau chaude sanitaire. Et là, ce qu'on avait prévu, c'est une petite simulation en fait une petite simulation donc qu'on appelle Thermix. Donc c'est un logiciel qu'on utilise soit à la LTE 69 ou à la LEC par les conseillers, qui permet en fait, en fonction de vos consommations, de comparer entre eux différents systèmes de chauffage en prenant en compte l'investissement de base, en déduisant les aides financières, le prix de l'énergie que va consommer l'équipement et aussi, bien entendu, l'augmentation du prix de l'énergie par rapport, encore une fois, à ce qu'on a vu au début du webinaire par rapport au relevé qu'on a pu faire, et on est aux alentours de 4% d'augmentation par an. Là, dans cette simulation, on est sur un logement individuel de 4 personnes. Donc, c'est une simulation, je ne l'ai pas dit, mais qui est sur 20 ans. Et dans tous les cas, vous verrez ça par la suite. Et on va vraiment pouvoir s'apercevoir qu'il y a certaines solutions qui sont plus intéressantes que d'autres. On va pouvoir voir tout ça. Donc là, on serait sur un logement individuel de 4 personnes, avec un besoin de chauffage de 15 000 kWh par an. Donc après, regardez si ça correspond aussi un peu à vos consommations, et un besoin d'eau chaude par personne, par ménage en tout cas, qui est de 3 000 kWh par an. Souvent, on est aux alentours de consommation, aux alentours de 750 kWh par personne par an, au niveau de l'eau chaude sanitaire. Et donc, on a comparé plusieurs systèmes de chauffage. Donc, première solution, on est sur de la chaudière gaz condensation, plus un poêle à granulés. Et au niveau de l'eau chaude sanitaire, donc CS eau chaude sanitaire, au niveau de l'eau chaude sanitaire, on a décidé de faire la production de l'eau chaude sanitaire avec la chaudière gaz. Deuxième solution, on est toujours sur la chaudière gaz condensation, mais là, on va le coupler avec un système solaire combiné, donc qui permet du coup de faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire grâce au solaire. Et du reste, c'est exactement la même chose pour la production de l'eau chaude sanitaire. On va avoir une partie avec la chaudière gaz condensation et l'autre avec le solaire. Troisième solution, on est sur de la pompe à chaleur RO avec un CETI, donc chauffe-eau thermodynamique individuel sur air extérieur. Et quatrième solution, chaudière à granulés, qui effectue aussi la production de l'eau chaude sanitaire. J'aurais pu prendre d'autres systèmes, il y en a beaucoup, il y a plusieurs combinaisons possibles. C'est vrai que si vous prenez rendez-vous avec nous, on pourra faire varier en fait ces simulations en direct en fait avec vous, selon votre projet, vos consommations, etc. Et aussi selon le système que vous avez déjà dans votre logement. Et finalement, on rentre du coup tout ça dans le logiciel et nous sort du coup un résultat qui, celui-ci, est un coût de revient sur 20 ans. Donc, quand on investit dans un système de chauffage, on espère qu'il tienne au moins 20 ans. Et du coup, dans cette simulation, on va avoir toute la partie investissement. Ici, je n'ai pas déduit les aides financières parce que les aides financières, et on va l'évoquer un peu après, sont dépendantes en fait du revenu fiscal de référence et du nombre de personnes qui composent le foyer. Ça, ce sera adapté selon chaque ménage. On va avoir l'investissement, l'entretien, parce que forcément, quand on parle d'investissement, il y a ce que vous payez maintenant et puis l'entretien que vous avez annuellement sur votre système. Ça ne comprend pas, par exemple, une chaudière à gaz qui aurait une fissure au niveau du corps de chauffe. Là, dans la partie orange de l'entretien, ça ne comprend pas ce genre de remplacement, mais plutôt typiquement tout ce qui va être ramonage. Et la partie marron qui, elle, le coût est finalement le coût de l'énergie. Donc, si on prend une simulation avec 4% d'augmentation du prix de l'énergie
et que finalement, ce n'est pas 4, c'est 5%, c'est la partie marron qui va forcément augmenter. Et de même que si on rénove du coup entièrement un logement, c'est la partie marron qui va baisser. Et aussi potentiellement la partie verte, parce que plus on a un système qui est puissant, plus c'est un système qui coûte cher. Et finalement, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que par rapport aux consommations du ménage, ce qui ressort le mieux sur 20 ans, encore une fois, ça va être la chaudière gaz condensation avec le système solaire combiné. Après, il faut remettre ça en lien dans le sens où on est sur 20 ans. Donc, je dirais que là, vous êtes à 57 000 avec un chaudière gaz condensation avec du solaire combiné. Quand, avec la chaudière gaz condensation et le poêle à granulés, vous êtes à 60 000. Si on prend les 3 000 € d'écart, qu'on les divise par 20, donc les 20 ans, et ensuite qu'on les divise par 12, finalement, on est sur un écart qui est vraiment assez faible et qui peut vraiment varier en fonction de l'augmentation du prix de l'énergie. Et donc, celle qui est moins favorable pour ici, ça va être la pompe à chaleur. La pompe à chaleur RO avec le système chauffe-eau thermodynamique. Et puis là, on est sur une 100% électricité. Et donc, si on a une augmentation assez importante du prix de l'électricité, ça va tout de suite fortement se faire ressentir. Encore une fois, cette simulation, c'est adapté à un particulier que j'avais pu avoir en rendez-vous. Chaque simulation, pour le coup, est personnelle. Ensuite, on va avoir le bilan environnemental, où là, on va avoir du coup la partie à droite qui est la partie chaleur renouvelable. Donc, tout à droite, c'est la chaudière granulée, donc énergie renouvelable. Et solution 2, on va avoir la petite partie solaire, donc qui est aussi du coup l'énergie renouvelable. Et solution 1, on va avoir la petite partie du coup avec le poêle à granulés, qui aussi est une énergie renouvelable. Et ensuite, tout à gauche, on va avoir les consommations de gaz à effet de serre et les consommations aussi d'énergie primaire. Et là, finalement, ce qu'on voit, c'est que la chaudière granulée ressort mieux que les autres systèmes. Maintenant, une fois qu'on a vu un peu tout ça, et on se dit, OK, il faut trouver aussi des professionnels. Vous pouvez trouver des professionnels donc, via les liens qui sont juste ici. Donc, on peut trouver des professionnels via la liste des professionnels RGE, donc reconnus garants de l'environnement. C'est une qualification qui vous permet de bénéficier des aides financières. Et là, vous pourrez choisir un professionnel qui se situe vraiment aux alentours de chez vous. Et ensuite, si vous voulez vraiment partir sur une rénovation globale et performante, je vous invite à aller sur la liste des professionnels, donc le lien juste en dessous, où on va référencer vraiment des professionnels qui se sont engagés dans des rénovations globales et performantes, mais plutôt en touchant vraiment à plusieurs postes de travaux. Forcément, on a des aides financières. Donc, je vous l'ai dit, elles sont dépendantes du nombre de personnes dans le foyer et du revenu fiscal de référence. On va avoir les aides nationales, donc par exemple ma prime rénov sérénité. Voilà. On va avoir les aides locales, donc que ce soit des aides de la métropole de Lyon ou des aides des différentes collectivités du Rhône hors métropole. On va avoir aussi les aides des fournisseurs d'énergie qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, la TVA réduite à 5,5% et l'éco-prêt à taux zéro qui aujourd'hui peut aller jusqu'à 50 000 €. Ça peut être quand même assez intéressant. Et maintenant, si vous voulez du coup nous contacter, donc on est disponible par téléphone donc de 9 h à midi et de 14 h à 17 h toute la semaine ou directement sur nos sites respectifs, donc que ce soit du coup la LTE 69 ou l'ALEC. Du coup, on va pouvoir répondre aux 2-3 dernières questions qu'il y avait. On va peut-être vous présenter les prochains événements sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Donc, je te laisse déjà présenter ceux de ton territoire. Oui. Alors, on organise en ce moment un jeu concours donc, que vous pouvez retrouver directement sur notre site internet, donc, qui s'appelle EnerQuiz. Donc, comme son nom l'indique, c'est quelques questions, donc un quiz qui
plutôt sur la sobriété énergétique et qui permettent de potentiellement remporter des cadeaux d'une valeur de 50 à 700 euros. Et donc ça, c'est jusqu'au 20 avril. Et on va avoir, donc c'est pour les personnes qui habitent sur le département du Rhône hors métropole. Et le 15 avril, on a une visite d'un projet de rénovation performante en petite copropriété à Saint-Pierre-la-Palud. Donc pareil, hein, pour vous inscrire, c'est sur notre site internet directement. Alors, pour ce qui est de la métropole, eh bien, moi, j'ai mis des événements à échéance beaucoup plus courte, puisque on va installer demain le salon Le Printemps des Docks, donc il y a un salon habitat, décoration, et c'est la première fois qu'on participera, puisqu'il y a aussi une partie plus axée développement durable. On aura aussi des collègues qui seront mobilisés dimanche sur la journée Vivre ensemble naturellement à Irigny. Deux outils différents qu'on animera sur ces événements. Et puis, dans le cadre de la quinzaine du climat organisée par la métropole de Lyon, on a encore deux webinaires la semaine prochaine, le 3 et le 6 avril, et celui du 6 concerne les particuliers puisqu'il sera sur le chauffage bois et la primaire bois de la métropole. Donc, ça sera l'occasion d'en rediscuter. Ça me permet de rebondir sur une question que j'ai vue. Est-ce qu'il existe des poêles mixtes bûches granulés? Effectivement, je n'avais pas encore vu cette question quand j'ai dit que j'en avais un. Donc oui, ça existe. Quel de pouvoir avoir le côté automatique du granulé, pouvoir le démarrer à distance, puisqu'on a une application qu'on peut déclencher à l'aide de son smartphone. Le granulé permet de monter vite en température, puisqu'on a un rendement très important. Et l'intérêt d'avoir du mixte, c'est de pouvoir en fait brûler ensuite de la bûche qui est moins chère au prix du kilowattheure quand on a atteint la température souhaitée avec le granulé. Et donc, c'est relativement adapté, notamment quand on est à la maison, en télétravail, le week-end, le soir. Moi, je démarre en granulé et puis au bout d'un moment, j'enflamme la bûche à l'aide du granulé, je coupe le granulé, j'augmente le tirage et les bûches vont continuer de fournir de la chaleur tout en payant moins cher du kilowattheure. C'est d'ailleurs d'autant plus intéressant que le granulé avait fortement augmenté cet hiver. Donc là, on a eu ça s'est vu d'ailleurs sur les achats, puisque beaucoup de gens sont partis du granulé à la bûche. Bon, il faut savoir que c'était vraiment une période transitoire. Le granulé a déjà baissé. Et c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus sûr d'atteindre les rendements théoriques sur du granulé, qui est un combustible normé et très sec, que sur de la bûche. Parce que, outre le séchage dont Geoffrey nous parlait tout à l'heure, mais malheureusement, on a des bûches qui sont vraiment parfois vendues avec une qualité qui est pas au rendez-vous, et je suis bien placé pour en parler. Donc parfois, même quand on le fait sécher, quand le bois a été bouffé par des champignons sur plusieurs centimètres, il n'y a pas de miracle, ça ne va pas être terrible. Donc il faut savoir que dans le cas des nouvelles lois qui ont été votées, qu'il y a à la fois des choses qui se passent au 1er avril, notamment l'interdiction des foyers ouverts, mais à partir de septembre, les gens qui vous vendent du bois par moins de 2 mètres cubes auront l'obligation de vous le vendre prêt à l'emploi, c'est-à-dire très sec, en gros, à peu près 20% d'humidité. Et voilà, en fait, plus un bois est lourd, plus il contient de l'eau. Donc, ça peut être intéressant quand on se fait livrer par plusieurs stères de rajouter un an de séchage. Mais voilà, il faut être vraiment vigilant sur la qualité du bois. Parce que, comme le disait Geoffrey tout à l'heure, au niveau goudronnage, au niveau de l'entretien du poêle, quand un bois est trop humide, ça entraîne des problèmes de goudron, ça entraîne des problèmes aussi d'encrassement beaucoup plus rapide que prévu. Ça entraîne une pollution supérieure à ce qui est espéré. Donc voilà, c'est important d'avoir un bois sec, faire attention à ça. Dans les questions qu'on avait, Geoffrey, on nous demandait aussi si les chaudières gaz à condensation vont continuer à être autorisées. Alors, ça dépend si on parle en rénovation ou dans le neuf. En rénovation, oui, oui, pas de souci. Maintenant, dans le neuf, avec la RE 2020, donc c'est la réglementation environnementale 2020, mais qui est
apparu en 2022. Là, c'est plus compliqué. On parle plutôt de pack hybride, donc toujours en consommant du gaz, mais vraiment le système seul de chaudière gaz condensation est assez compliqué dans le neuf avec cette nouvelle réglementation. Mais en rénovation, là, il y a pas de souci. J'en profite aussi, tant qu'on parle de chaudière gaz, si jamais vous êtes sur du gaz et vous souhaitez avoir un producteur ou en tout cas un fournisseur de gaz plutôt le plus vertueux possible, vous pouvez aller sur le médiateur de l'énergie, donc qui va recenser toutes les différentes offres des fournisseurs d'énergie, que ce soit de l'électricité ou du gaz, et on va pouvoir choisir des fournisseurs qui fournissent du gaz vert ou à 50% ou moins ou directement à 100%. Donc, ce n'est pas parce qu'on a du gaz on est obligé forcément de polluer ou de nous faire taper sur les doigts. Il y a aussi du gaz vert. Alors, on nous pose la question si on peut réécouter les webinaires. Eh bien, effectivement, Lydie, on les enregistre dans cette optique. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a des gens inscrits qui ne sont pas là ce soir parce qu'en fait, ils le regardent en replay. Donc, les webinaires seront disponibles sur les chaînes YouTube de nos deux structures dans les prochains jours. Donc, à la fois sur la chaîne YouTube de la LTE 69 et sur la chaîne YouTube de l'ALEC. Est-ce qu'un webinaire sur les systèmes de ventilation est prévu? Non, pas à ce jour. C'est vrai que généralement, la ventilation, on peut l'aborder en même temps que d'autres sujets sur des webinaires, mais on fait rarement un sujet que sur la ventilation. Alors, on a évoqué la ventilation dans les webinaires rénovation globale. C'est souvent dans ce sens-là où on l'évoque. Ouais. Et en tout cas, vous pouvez, sur nos chaînes YouTube, vous pouvez revoir des webinaires sur pas mal de sujets, hein. Et en gros, le seul, on va dire, qui peut évoluer dans le temps, qui change fortement, c'est celui sur les aides financières. Donc là, vous prenez la dernière version, Qui date de janvier, donc on est vraiment date de sur. janvier, effectivement, puisqu'à chaque fois, on a une nouvelle loi de finances et donc à chaque fois, on essaye en début d'année d'aborder ce sujet. En tout cas, voilà, on est à votre disposition. On ne peut pas tout traiter ce soir, mais nos conseillers sont là pour vous répondre. Et donc, comme on a atteint le temps à peu près qu'on prévoit pour ce genre de webinaire, on vous encourage à nous contacter. On est à votre service et en tout cas, à très bientôt pour de prochaines éditions. Merci Geoffrey et à très bientôt. Au revoir.